Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous souffrons d'un manque de France. Nous autres en France, mais par-delà les autres dans le monde, aussi souffrent d'un manque de France. Je ne le dis pas, surtout pas, dans un élan de cocorico patriotard, que je ne peux pas supporter. Je le dis parce que notre pays est une idée, avant d'être un territoire ou un peuple, et que cette idée manque au monde. Je le dis avec exigence, au nom de l'exigence de faire renaître ce que notre pays a apporté de meilleur dans son histoire. Une idée, c'est porté par l'exigence de penser. Et si la France a un sens, c'est de pouvoir être composé de millions de Français qui pensent et d'un État-nation qui les incite, les encourage, les porte au défi de penser et de créer. Eleanor Roosevelt, avec simplicité, nous dit « Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des personnes. » Si vous regardez tout ce qui se passe sur la scène politique française, vous avez compris quel genre d'esprit s'y agite. Et Charles de Gaulle nous disait « Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. » Au nom donc de notre propre dignité au niveau des idées et des actes, nous n'avons pas le droit de nous dérober face aux défis du monde et de la place que nous devons y tenir. Car vous le savez bien, ce monde est en péril. Le Titanic financier sur lequel nous sommes embarqués, conduit aveuglément par la cupidité, nous mène tout droit à l'iceberg que les capitaines ne sont pas capables ou refusent de voir. Cet iceberg, comme toujours dans un monde de gagnants et de perdants, cet iceberg s'appelle la guerre. Guerre de ceux qui ne produisent de plus en plus que du virtuel, de l'austérité sociale, des inégalités, guerre commerciale, guerre monétaire, guerre cybernétique, qui risque de dégénérer en conflit mondial, en troisième guerre mondiale. Pour les mêmes raisons que les précédentes du XXe siècle. C'est un ordre qui ne crée pas un développement mutuel, fondement de la paix, mais au contraire engendre une volonté de puissance, une domination impériale qui doit faire périr l'autre, faute de lui permettre de vivre mieux. L'alternative est cependant là, ce qui nous ôte toute excuse pour rester passifs. En même temps que ce péril, nous vivons aujourd'hui en effet un de ces moments décisifs de l'histoire dans lequel un monde meilleur devient possible, un monde où le développement mutuel peut l'emporter sur le risque de chaos et de guerre. Cet enfantement n'est pas perçu en Europe et en France, où l'aveuglement de l'Union européenne et notre propre soumission en France à la dictature financière nous égare ou nous conduit à l'abstention. Il n'est pas davantage perçu en Amérique, comme nous dominés par le profit financier et les rapports de force, dans lesquels les gagnants doivent remporter toute la mise, doivent rafler toute la mise au détriment des autres. Jusqu'à faire disparaître le jeu, faute de partenaires, et c'est cela la guerre. C'est la géopolitique, et ça a toujours conduit à la guerre. L'alternative est cependant là, et c'est la dynamique des nouvelles routes de la soie promues par la Chine qui définit la nouvelle règle du jeu d'une paix par le développement mutuel. Bien entendu, tout n'est pas parfait dans ce qui vient d'Asie, et ils ne feront pas le travail pour nous. Mais le monde bascule vers elle, car c'est de là que nous vient une politique inclusive, la compréhension qu'on ne peut se développer soi-même sans assurer le développement des autres. C'est cela le gagnant-gagnant dont je parlerai cet après-midi. L'Institut Schiller a rédigé à plusieurs mains un rapport qui montre de quoi il s'agit économiquement, politiquement et conceptuellement. Vous pouvez le commander à l'entrée et je vous conseille de le faire car c'est un pari sur l'avenir, sur votre avenir, en l'achetant, le lisant
puis en agissant à partir de tout ce que vous aurez lu et compris. Ce modèle est proche de ce que fut dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire récente, le meilleur de notre politique internationale, le modèle gaullien de détente, d'entente et de coopération, que les puissances de l'argent, de Londres, de la City et de Wall Street s'efforcèrent de torpiller dès le sommet réuni par De Gaulle en 1960 avec les dirigeants des principaux pays du monde, et qui alors, s'il avait réussi, aurait jeté les bases d'une paix mondiale. Quel pourrait et devrait donc être le rôle de la France, notre rôle politique, dans ce moment de péril et d'espérance d'aujourd'hui? Eh bien, de participer à l'enfantement, au lieu, comme le fait le président Macron, d'opérer toujours au sein de l'ordre ancien et autodestructeur, comme le font aussi ses adversaires. Et c'est cela qui forme en France un système. Chacun d'entre nous doit être donc le tronçon du glaive, la proue du navire, le cockpit du nouvel avion, les propulseurs de la fusée pour en sortir. La première chose est de jouer le rôle de médiateur et d'inspirateur du monde, de ce monde qui vient. À court terme, de créer les conditions pour réunion avec nous des 4 grandes puissances du monde, l'Inde, la Russie, la Chine et les États-Unis, Trump, Modi, Xi Jinping et Poutine, les 4 puissances, qui seuls ensemble peuvent avoir le poids pour en finir avec le mal dominant. Faire ce que De Gaulle tenta de faire en 1960, et c'est pourquoi les conditions sont bien meilleures aujourd'hui. À moyen et long terme, cette stabilité étant garantie, il faut l'assurer par un développement mondial, un développement mutuel entre les peuples, jusqu'à créer un pont terrestre mondial, par-delà même les nouvelles routes de la soie, l'architecture nécessaire à un système réel de sécurité du monde. Certains, ou peut-être beaucoup, diront « c'est si loin de nous, si loin de nous. On n'y peut pas grand-chose. Occupons-nous d'abord, occupons-nous comme Candide, nous l'avons lu à l'école, occupons-nous de notre jardin. Pourquoi aller dans l'espace alors qu'il y a tant de choses à faire sur Terre? Je veux vous dire ici aujourd'hui pourquoi se comporter ainsi masque la lâcheté d'une servitude volontaire, un abaissement contraire à l'esprit français, à cet esprit français qui parcourt toute notre histoire. Nos plus belles cathédrales, nos belles synagogues, nos plus beaux manoirs, nos viaducs de Millau et de Garabit nous disent tous, tout ce qui est beau et le demeure, nous disent tous, ne soyez pas des épouvantails, faites donc quelque chose. Albert Einstein, pour citer un génie du XXe siècle, que les meilleurs d'entre nous en France, comme Paul Langevin, un génie qu'ils surent reconnaître, Albert Einstein nous dit plus crûment, le monde dans lequel nous vivons est dangereux, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui les observent et en restent là. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas toujours convaincus, ou qui se croient incapables de convaincre les autres, ce qui est le cas plus souvent, ils ne m'écoutent pas, ils ne font pas ce que je voudrais qu'ils fassent, c'est si difficile de les faire agir. Eh bien, pour cela, je vais procéder d'abord en vous rappelant brièvement ce qui détermine l'état du monde du côté où nous vivons, en Occident, le terrible résultat d'une machine à broyer financière, en espérant vous inspirer un premier sursaut face à la crudité des faits. Puis, ce dont chacun d'entre nous est victime, une stratégie de contrôle de notre temps pour nous empêcher de penser, en démobilisant nos esprits, en espérant nous inspirer, ici, un second sursaut plus décisif face à ce que l'on tente de nous faire. Et enfin, je vous dirai tout ce qu'il est possible de faire en France et dans le monde avec les magnifiques moyens actuels que nous apporte la science. Je vous rappelle que le premier devoir d'un prisonnier injustement condamné, est de s'évader. Comme tous ceux qui étaient dans les stalags ou les oflags de la Deuxième Guerre mondiale le savent. Nous le sommes, prisonniers,
et il faut nous évader. Mais politiquement, le prisonnier n'a le courage de le faire que s'il se donne un projet de vie après sa libération. C'est ce que nous tentons de vous faire partager aujourd'hui, et vous verrez cet après-midi, en partant de la conviction qu'un ordre humain doit être toujours gagnant-gagnant, vous verrez tout ce que nous pouvons faire dans l'équipement de l'homme et de la nature, l'éducation, la culture, la santé, les migrations, oui, les migrations, devenant un atout si nous changeons l'ordre des choses. Commençons par un examen rapide des choses depuis 1990-2000. D'abord, la triple courbe de Lyndon LaRouche. Vous la voyez, elle est là. Alors, LaRouche, dès le 15 août 1971, a dit « On a désancré le dollar de l'or, donc cela flottera, cela sera un instrument de pouvoir politique et c'est une véritable non-monnaie qu'on a créée dans le monde. » Et il a présenté cette triple courbe fin 1995 dans une réunion au Vatican. Alors, dans cette triple courbe, vous avez évidemment, c'est une triple courbe qui montre les taux de croissance ou de décroissance. Donc, c'est une courbe de profil simple des taux. Et dans cette courbe, ce que vous avez, c'est au départ le monétaire, le financier et la croissance réelle qui vont de pair. Le monétaire puis le financier portent la croissance réelle. Puis il y a ce détachement, et à un certain moment, là on arrive dans la période 2007-2008, le monétaire n'arrive même plus à propulser le financier. Et là, nous avons en même temps la chute du réel et le financier qui tombe aussi. En fait, il est tombé bien plus que cela en 2007-2008. Il a été dans un taux de décroissance. Puis on a repompé de la monnaie et on a réussi à faire redémarrer le taux de croissance du financier, mais en créant les conditions de destruction, en n'alimentant pas l'économie réelle, c'est-à-dire on est sorti de la crise de 2007-2008 en créant les conditions de la guerre. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc c'est une courbe de profil de l'économie, ce n'est pas une courbe passée sur les, disons, les sauts et les sursauts de l'économie. Vous avez là, comme ça part de environ 1990, vous n'avez pas les crises de 2001, de 2000, vous n'avez pas tous ces sursauts, mais vous avez le profil général, l'allure générale que les choses ont prise. Suivant. Ça, c'est des gens que j'explique exprès, deux hommes du système en France. Jean-Michel Nolot, la finance mondiale est devenue une énorme centrale nucléaire bâtie en dehors de toute norme de sécurité, pour au moins trois raisons: l'interconnexion des opérations, la masse des capitaux, la dangerosité du combustible. Ça, c'est un expert qui parle en expert en termes un peu formels, mais qui décrit même de son point de vue comme il le voit. Et l'autre, c'est Jacques de la Rosière. Alors lui, c'est l'homme du système. Il a été tout le temps celui qui l'a monté, et lui-même dit « Les gouvernements ont démissionné face au marché financier ». Alors la suivante, ça c'est le stock financier qui a été accumulé. 20 000 milliards de dollars, c'est le bilan total des banques centrales, plus de 4 000 milliards pour la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon. L'Angleterre un petit peu moins, bien que, parce que le pays est petit, mais presque autant. Donc là, on arrive à ces 20 000 milliards et vous voyez le taux brutal d'accroissement en 2008. Suivante. Et ça, c'est comment on l'a fait. On a pompé de la monnaie, pompé de la monnaie, pompé de la monnaie. Vous voyez, la triple courbe de LaRouche, elle est illustrée de façon très claire ici. Et enfin, comment on a engendré cette monnaie? En faisant des intérêts proches de zéro, des taux d'intérêt proches de zéro, pour que les gens puissent emprunter et entretenir le système. Vous voyez ces taux d'intérêt qui baissent, c'est ici. Et la forte baisse en 2008. Vous voyez, d'abord une forte baisse en 2000-2001, au moment de la première crise, la crise de la E-économie, ou la I-économie, et puis, vous voyez l'autre baisse. Suivante. Et ici, c'est ce que font, pour entretenir le système, les marchés financiers qui montent, pratiquement dans le vide économique, et en même temps, les actions et les dividendes et les obligations, les dividendes augmentent, et les rachats par les sociétés et leurs propres actions pour faire monter le marché augmentent aussi.
ce qu'on appelle les buybacks, c'est les rachats par les sociétés de leur propre action. Ça va atteindre cette année 1000 milliards aux États-Unis. Ici, très rapidement, l'augmentation que vous voyez en haut. Alors là, vous voyez l'augmentation en grisaille des paris sur les encours des dérivés. Le reste, c'est le réel, mais les encours de dérivés, des produits financiers dérivés, les paris de prix sur l'avenir augmentent très fortement. Enfin, les dettes et l'endettement. Ici, vous avez les prêts des étudiants et les prêts des étudiants qui n'arrivent pas à rembourser. Vous voyez la hausse, la bulle. On dit d'ailleurs aujourd'hui, les gens disent en ricanant, « We are in the everything bubble ». C'est une bulle, tout est bulle. Et ici, vous voyez rapidement la délinquance dans les prêts, ce qu'on appelle la délinquance aux États-Unis, c'est-à-dire les défauts, les gens qui ne peuvent pas payer, pour les cartes de crédit, pour les prêts étudiants, pour les prêts sur l'automobile. On prête aux gens sur l'automobile beaucoup plus que la durée de vie de l'automobile. On prête des gens sur le logement beaucoup plus que la durée de vie du logement mal fichu. Donc, c'est un système fou en termes réels. Et là, vous avez les conséquences. À la suivante. Ça, c'est où se croisent le pouvoir d'achat et la monnaie en circulation. Et vous voyez la baisse du pouvoir d'achat et la monnaie en circulation qui augmente. Donc, c'est clair, hein, l'effet. La suivante. Ici, c'est la part des salaires par rapport à la valeur ajoutée des entreprises. Vous voyez, la baisse des salaires, la baisse de la capacité de consommer. La suivante. Vous avez là, c'est le taux de croissance annuel moyen du PIB. Et vous voyez, ce qui apparaît en noir, c'est la période récente. Et vous voyez que ça va très souvent par en bas, et de plus en plus par en bas dans les dernières années, dans tous les pays. Et ce par en haut, c'est fictif, parce que ce qui va par en haut, c'est purement monétaire, c'est purement un PIB évalué en termes financiers et monétaires, et pas en termes d'économie réelle. La suivante, qui vous montre la crise, ça c'est Target 2, c'est-à-dire c'est les accords intra-européens de flux financiers. Et vous voyez que celui qui est le moins bien situé, c'est celui, dans un certain sens, qui a maintenu une industrie, c'est-à-dire l'Italie, qui a maintenu une industrie. Ils ont plus d'industrie que nous, maintenant, en pourcentage du produit intérieur brut. Et vous voyez qu'ils sont dans une situation de débit énorme par rapport à cela. Donc, ils sont dans une situation d'endettement à court terme énorme par rapport à ces flux. C'est pour ça qu'on essaie de les étrangler et les tenir s'ils se révoltent. Bref, lors de la crise de 2007-2008, les mégabanques et les banques centrales du monde sont intervenues pour mettre le système sous perfusion, comme vous l'avez vu, monétaire et financière. Ils l'ont sauvé, mais en créant les conditions de la crise bien plus grave, le tsunami financier qui vient et qui nous vient droit dessus. 2 points fondamentaux, rapidement. La crise a été contenue sous perfusion monétaire par les banques centrales. Dette mondiale, 247 000 milliards selon la Banque des règlements internationaux, 175 000 seulement en 2007, donc beaucoup plus qu'en 2007. Les produits dérivés, toujours, on ne sait pas très bien, mais entre 600 000 et 700 000 milliards. Et l'économie noire, qui, elle, a explosé, c'est-à-dire sans contrôle, sans ce qu'on appelle le shadow banking en anglais, sans contrôle, sans instrument d'état de contrôle, 90 000 milliards, c'est-à-dire plus que le produit intérieur brut du monde, et les entreprises des pays émergents touchées de plein fouet. Et ce sont les entreprises qui, elles, portent maintenant la crise. On a de plus en plus des entreprises zombies, comme on le dit, zombies, dont les revenus ne leur permettent pas de rembourser les dettes. Elles sont maintenues sous perfusion par des banques tricheuses qui mettent leur mauvais crédit dans des structures de défaisance, hors bilan et hors sol, parce que leurs opérations sont sur les paradis fiscaux. Donc, on a cette opération. En bref, on a un système injuste, destructeur et totalement inefficace en termes réels. Au lieu que l'épargne finance les investissements dans les entreprises, l'investissement réel, et dans les pays émergents dont ils ont besoin, elle finance la bulle sur les actions dans tout le monde, et en particulier aux États-Unis, qui sont à leur plus haut historique. Donc, on est dans un système qui a entretenu une bulle, c'est la everything bubble, une bulle qui ravage les êtres humains et la nature.
Et on peut voir de ce point de vue trois phases, si on regarde les choses de plus haut et de plus loin, trois phases du capitalisme entre 1850 et 2018. Une phase de croissance, je dirais, tayloriste. Taylor, c'est celui qui mesurait les heures de travail et qui disait, voilà, vous devez faire ça dans les heures de travail, vous ne l'avez pas fait, attention. N'allez pas aux toilettes, continuez à entretenir la chaîne. Ça, c'est Taylor. Eh bien, la croissance tayloriste, c'est une croissance réelle, mais aux dépens du travail humain, et qui, étant aux dépens du travail humain et ne créant pas la base d'un développement mutuel, a provoqué la Première Guerre mondiale. Donc vous avez la Première Guerre mondiale provoquée par ce système, où les gens, évidemment, dans la concurrence entre empires, se sont jetés les uns contre les autres dans une boucherie qui a été la première grande boucherie de l'histoire, après sans doute la guerre civile américaine. Puis, en 1920-1970, vous avez en gros un capitalisme fordiste, que d'autres appellent économie sociale de marché. Qu'est-ce que c'est ? L'économie réelle se crée une clientèle consommatrice par la hausse des prix du travail humain. Mais en exploitant les pays du tiers-monde, accumulant à leur détriment, et en produisant des armes et créant les conditions de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, provoquée par cela. Puis 1970-2018, c'est la phase actuelle, dictature du capital financier, l'économie virtuelle détruit le travail humain, il y a une croissance financière qui détruit l'économie réelle, et le cancer se propage par métastases successives. C'est comme si vous aviez un chien, l'économie un chien, et les puces commencent à sauter dessus, suçant son sang. Et le chien étant ce qu'il est, au bout d'un certain moment, il ne peut plus bouger et il périt. Donc ça, c'est le système dans lequel nous sommes engagés, et malheureusement, nous sommes une partie du chien. Alors je dirais que pour faire fonctionner le système, il y a eu tout un discours sur le libre-échange. Alors on dit le libre-échange, c'est mauvais. Le libre-échange, c'est normal entre partenaires équivalents. Évidemment, il faut un protectionnisme. Si on essaye de faire du dumping, de vendre des produits qui ne correspondent pas au prix auquel vous avez produit, pour s'emparer chez vous des marchés, ou si vous avez des industries naissantes que vous voulez à tout prix développer, vous devez protéger. Mais le libre-échange, on a focalisé le débat sur ça. En réalité, le libre-échange a servi de paravent à la libre circulation des capitaux et au pillage financier. Et c'est l'entretien entre ces deux, déjà après la guerre. Et un jour, Churchill l'a dit avec toute son suffisance impériale, il a dit dans un discours à Westminster, c'est le libre-échange qui engendrera la libéralisation financière et les flux financiers. Donc c'est conscient au moins dans ce qu'on peut appeler, ce que nous appelons l'Empire britannique. Et enfin, maintenant on a, ce qui est nouveau, le recours au numérique, qui a permis de faire circuler l'argent électronique à la vitesse de la lumière, et rechercher donc de cette façon, en termes de salaire, les avantages comparatifs, les salaires les plus bas, et surtout les spéculations les plus rapides. Aujourd'hui, ce système est en bout de course. Tout le monde annonce un crack, c'est partout, c'est pas M. Nolot et M. Larosière, c'est partout. On parle d'un nouveau moment, Lehman Brothers, mais ça ne se produit pas, et moi, je suis encore plus inquiet que ça ne se produise pas, parce que ça veut dire que la course vers la guerre est là, si ça ne se produit pas. Et au sein du système monétaire, on ne peut pas recréer la croissance. C'est comme au sein de l'Europe, on ne veut pas créer une Europe en développement, je le dirais tout à l'heure au sein de l'Union européenne actuelle, parce qu'au sein du système monétaire, c'est basé sur la gestion des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt, on les accroît, s'ils s'élèvent, ça provoquera assez vite un krach des marchés et des entreprises dopées, car elles doivent emprunter, c'est plus cher, et elles font faillite. Et si les taux d'intérêt restent bas, c'est un krach des détenteurs d'obligations, parce que, par exemple, dans l'assurance vie, ça ne rentre plus, il n'y a pas de taux d'intérêt sur les obligations, l'argent ne rentre plus, on ne peut plus financer l'assurance vie, et voilà, on a un problème. Donc, des deux côtés, on a tout un système qui ne peut plus tenir. Et il n'y a que deux façons d'en sortir.
Première façon, c'est ou la guerre ou l'inflation, ou les deux ensemble, ravageant les valeurs réelles, ou c'est un jubilé des dettes, une faillite ordonnée et un nouvel ordre financier et monétaire international régulé par le crédit productif public et l'équipement de l'homme et la nature. Voilà, le débat de notre temps. Alors l'Europe, telle qu'elle est, c'est la courroie de transmission du système. Simplement un exemple, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron veulent faire venir la City à Paris, c'est leur plan. Ils croient ainsi pouvoir faire survivre le système. C'est une illusion stupide et destructrice. Paris se bagarre d'ailleurs avec Francfort pour ça. Les deux nains se bagarrent pour essayer de survivre. C'est une illusion stupide et destructrice. Marc Roche, qui est un cynique observateur des choses, qui admire la reine d'Angleterre et son état voyou, pour lui c'est admirable, il demande la nationalité anglaise d'ailleurs, c'est là où je pousse le cynisme. Il a raison, cependant, la City a trop d'atouts dans sa manche, le shadow banking, les paradis fiscaux, les Google, Apple, Facebook, Amazon qui investissent chez lui, la langue anglaise, la compétence en matière de vices financiers. Donc même si on le voulait, la magouille de Macron et de Le Maire ne peut pas marcher, et au sein du système, nous serions de toute façon toujours perdants, parce que, excusez-moi de le dire de cette façon, au lieu de laisser la vérole à l'extérieur, on l'aurait introduit chez nous, ce qui n'est pas un très grand exploit. Et l'Europe est en proie aussi au conflit interne, avec aucun gouvernement qui ne touche à l'essence du problème dont je viens de vous parler, et c'est plus possible, comme le pensent certains, de réanimer l'Union européenne de l'intérieur. Ceux qui le disent mentent. Il faut refonder une Europe des patries et des projets, et cette Europe doit être basée sur un développement intégré à l'économie mondiale et aux nouvelles routes de la soie, en particulier tracées par la Chine. Les gens en place sont bien des menteurs. John Otters, l'expert des marchés financiers du Financial Times, nous dit « Il est temps d'admettre un jour que j'ai caché des informations importantes aux lecteurs en 2007-2008. Était-ce la bonne décision ? Je pense que oui. J'ai raison de mentir pour sauver le système. » Aujourd'hui, ce qui est plus inquiétant, il dit « Le risque d'un effondrement soudain est beaucoup, beaucoup plus lointain. » Il continue à mentir, donc. Et Jerome Powell, plus officiellement, qui est le président de la Réserve fédérale américaine, ils ont accru les taux d'intérêt de 2 à 2,25, ils espèrent moduler un petit peu si, pas trop, etc. Il le dit franchement, c'est un moment particulièrement radieux pour l'économie américaine. Demandez à tous ceux qui sont victimes des remèdes qui ont été livrés avec de l'opium et qui sont plusieurs centaines de milliers et même millions, demandez à ceux qui n'ont pas d'emploi, demandez à ceux qui doivent pas 2 ou 3 emplois aux États-Unis si c'est radieux. Et Powell ajoute « Je ne crois pas à la guerre commerciale, je ne décèle pas de bulle financière, mais je m'inquiète seulement du déficit budgétaire. » Voilà les gens qui exercent le pouvoir. Et j'espère que vous avez à ce point de vue-là perdu tout respect pour eux, comme les gens qui sont allés voir chez nous des députés et leur ont parlé du Glass-Steagall, de couper les banques en deux, et qui sont aperçus que les compétences des députés sont, disons, médiocres. Alors, j'ajouterai que, en ce qui concerne la France, la politique du gouvernement s'adapte à l'austérité destructrice, et c'est une politique aussi de tricheurs et de menteurs. Parce que voilà ce qui nous est dit, deuxième budget du quinquennat, nous baisserons les impôts de 6 milliards d'euros pour les ménages en 2019. Alors, si vous regardez de plus près, on n'indexe pas sur l'inflation des prestations sociales, en particulier pour les accidents du travail et de santé, les allocations de logement et les retraites. On les accroît de 0,3%, alors que l'inflation sera entre 1,7 et probablement beaucoup, beaucoup plus après. Donc on organise une baisse du pouvoir d'achat. C'est clair. Puis, qu'est-ce qu'on fait encore ? On dit, voilà, dans les 6 milliards d'euros, on met à la fois les baisses d'impôts et l'allègement des cotisations, comme si ça se comparait. Et enfin,
la baisse des cotisations chômage et maladie pour compenser la hausse de la contribution sociale généralisée est reportée, c'est l'effet de décalage, en 2 temps, 1er janvier puis 1er octobre 2019, c'est-à-dire un manque à gagner et une baisse en 2 temps. Donc, vous voyez comment un gouvernement organise, avec ses comptes d'apothicaire, une gestion impossible dans la crise dans laquelle il se trouve. Alors, quand vous voyez cela, je pense qu'il y a déjà de quoi vous pousser davantage à l'action, car il n'est jamais agréable de se faire avoir, de se faire tromper, de se voir conduit au désastre et de fermer les yeux et de rien faire. Mais pourquoi donc beaucoup, même parmi vous, ne font pas tout ce qu'il faudrait, pourquoi beaucoup continuent de fermer les yeux? C'est la bonne question. Qu'en réalité, beaucoup plus de gens devraient déjà se mobiliser. Ils sont en train d'être trompés, d'être abusés. Pourquoi devraient-ils se mobiliser? Car vous n'avez pas le temps. Vous avez autre chose à faire. C'est vrai, mais c'est trop loin du souci de tous nos jours, de tous les jours. Et après tout, on est peut-être mécontent en France, mais par rapport au reste du monde, on ne vit pas si mal. Évidemment, sauf si on met 30% des plus pauvres, mais eux, de toute façon, votent de moins en moins. On a réussi à les parquer pour qu'ils votent de moins en moins. Alors, le moment est venu de vous dire que ce qu'on vous vole essentiellement, et c'est pour ça que vous n'avez pas le temps, ça éclate devant les yeux si on y réfléchit, on vous vole le temps. L'émancipation au cours des 100 dernières années a d'abord été une reconquête du temps, une lutte pour abolir le partage entre ceux qui ont le temps et ceux qui n'en ont pas. Or, aujourd'hui, ce système, dont je vais montrer le fonctionnement, nous vole, nous reprend le temps que nous avions conquis, c'est-à-dire la baisse moyenne du temps de travail et la hausse du temps de loisirs choisi et libérateur. Ces loisirs choisis et libérateurs, voire Léo Lagrange et le Front populaire, qui ouvraient un monde plus solidaire, que ce soit pour faire un match de foot entre copains, aller à une réunion syndicale, une visite de musée, une réunion entre amis, simplement, ou un concert. Ce vol du temps, qui empêche cela de continuer, se déroule en 4 étapes. La première, c'est le contrôle du pouvoir d'achat. Certes, les heures de temps de travail ont légalement diminué, mais c'est hypocrite. Déjà aux États-Unis et maintenant en Europe, pour pouvoir vivre, on est obligé, pour vivre normalement, de travailler davantage que les heures légales. Et on le voit dans de nombreux pays, aux États-Unis par exemple, et déjà ici dans certains cas, les gens qui ont une retraite continuent à travailler. En Russie, ce sera le cas pour les femmes. La retraite va passer de 55 à 60 ans. On avait dit 63 d'abord, maintenant à 60 ans. Et à 55 ans, ces femmes travaillaient et considéraient la retraite comme une sorte de complément par rapport au travail supplémentaire. Ici, c'est pareil. Dans le monde entier, c'est un phénomène qu'on pousse à un temps de travail sournois, qui n'est pas légal. Le travailleur américain moyen n'a pas enregistré la moindre hausse de son salaire réel, de son pouvoir d'achat depuis 1971, depuis l'introduction de la nouvelle fausse monnaie ou non-monnaie. En même temps, s'est accrue la souffrance au travail. Et un travailleur moyen doit, en heures de travail, ça c'est partout, travailler 2 fois plus qu'en 1971 pour, par exemple, vivre dans une maison moyenne, conduire une voiture moyenne, payer des impôts moyens, c'est-à-dire pour pouvoir acquérir un même bien et tenir ses dépenses qui lui permettent d'exister. Alors, comme il ne peut pas, comment il fait? Eh bien, il s'endette. Et c'est là que les banques organisent, déjà vis-à-vis des entreprises, puis vis-à-vis des particuliers par le crédit, l'esclavage de l'endettement. Le crédit se substitue au salaire et notre temps se trouve saisi à la fois en heures de montre et en heures de stress. Parce qu'on est stressé quand on est endetté, on se demande si on paiera ou non. Le deuxième point, c'est le contrôle au travail. Dans le monde des startups, il y a un livre là-dessus, comme dans le monde des services, qui sont maintenant 75% des emplois en France pratiquement, il n'y a pas de mesure physique du temps de travail, comme avec le temps du taylorisme, mais il y a un service accompli
Et on mesure les heures de service exprimées en termes de profit financier. Et on dit, voilà, je vais travailler davantage pour bien me faire voir. Et le contrôle au travail est revenu, pas sous la forme donc du taylorisme, mais sous la forme du contrôle social des travailleurs, et c'est là que ça devient subtil, les uns par les autres. D'où la souffrance psychologique au travail et le burn-out. Cette évolution sera développée encore par l'intelligence artificielle et le numérique. Et Yuval Noah Harari, récidivant dans ses 21 leçons pour le XXIe siècle, parle de nouvelles classes inutiles qu'il faudra entretenir par des expériences virtuelles et une allocation de survie. Des pays comme le Bangladesh, le Nigeria ou le Vietnam, dont l'économie repose sur une force de travail industrielle bon marché, vont directement souffrir car ils seront remplacés par des robots gérés par le numérique et les codes informatiques vont remplacer les ouvriers du textile. Donc voilà ce contrôle du travail, le contrôle du pouvoir d'achat et le contrôle même des loisirs. Les loisirs sont au mieux devenus la participation à un nouveau jeu de cirque de masse, le foot, mais avec une élite contrôlée par le monde de l'argent, qui ne sont plus un sport entre copains, et au pire, une manipulation par les médias entretenant une passivité, c'est-à-dire la baisse de la capacité de concentration et un développement de la violence. Les jeux télévisés, d'abord, ont une part de plus en plus élevée de faits divers, ça s'est constaté, jouant sur les obsessions de l'auditeur, voyant et entretenant une sorte de pessimisme sournois. C'est mal, c'est mal. Baisse de la capacité de concentration des adolescents, ou même, comme au Japon, retrait du monde. C'est les fameux hikikomori. Les hikikomori sont des gens qui restent cloîtrés, des ados qui restent cloîtrés chez eux. Alors, ce n'est pas le cas ici, mais ils sont cloîtrés mentalement. Et la violence, aux États-Unis, mais aussi ici. Vous savez que le 16 mars 2017, au lycée Tocqueville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, un jeune rêvait d'être le premier school shooter de France. Donc, il était accro aux jeux vidéo ultra-violents, autant pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Et il dit, il a pris les armes de son père, bien sûr, et il a dit, on jouait dans le canapé à la console, on dégommait des gens, et on s'est dit, ça pourrait être bien plus rigolo en vrai. Et ils ont volé 3 armes chez leur grand-père, donc, et leur père, et ils ont tiré, et ils ont blessé très grièvement 3 élèves et le proviseur. Donc ces jeux vidéo ne sont pas produits par des petits entrepreneurs avisés, ils sont directement, ou le plus souvent indirectement, une source de profit pour les réseaux du nouvel ordre financier. Et enfin, le contrôle même des sentiments. Yuval Noah Harari ne le cache pas. Or, la crise actuelle naît du fait qu'on dispose de technologies pour pirater les êtres humains et pas seulement les portables ou les ordinateurs. La révolution est ce qu'on peut comprendre vos désirs, vos sentiments, vos pensées et vous contrôler grâce à l'accumulation de données. C'est dans l'interview au Monde du 20 septembre. Ici, la politique internationale et sa domination par une dictature financière. La City, Wall Street, est ce que j'appelle les fagman. D'autres appellent aussi les fagman. C'est plus les GAFAM, c'est les fagman. C'est les hommes avec des crocs, les fagman. Fang, c'est crocs. Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, moins connu, mais qui joue un rôle essentiel. Les gens qui ont des portables le savent. Donc, cette politique internationale s'introduit dans ce qu'on fait ou subit tous les jours et jusque dans un esprit. L'on peut parler, outre la guerre financière, la guerre monétaire, la guerre cybernétique, d'une guerre même contre les essences et les frontières conceptuelles visant à mettre bas l'humanité que nous portons en nous, que chacun d'entre nous porte en nous. Ce qui paraît au départ généreux, au nom d'un principe d'égalité et de respect de l'autre.
bascule ainsi dans le contexte que je viens de définir, dans le doute généralisé sur les repères. Le sexe, le genre, l'homme, l'animal, la mort, la survie transhumaniste. Ce trouble est un trouble qui accompagne le contrôle. On vous en reparlera, je pense, cet après-midi. Comment en sortir ? À l'échelle de chacun de nous et son engagement, en combattant pour ce qui est vrai, juste et beau, dans le véritable univers de la politique, pour refonder ce qu'on en a fait aujourd'hui. C'est le défi que je veux vous lancer, et qu'aucune autre force politique ne vous lance dans toute sa cohérence, dans tout son ensemble. Car tout implicitement, ces forces politiques opèrent, implicitement ou explicitement, au sein du système. Elles ont des opinions, parfois elles sont même justes et vraies. Mais par consensus, ou par une émotion ressentie, ou par une solidarité avec des individus auprès desquels elles se trouvent, et ils ont quand même un reste d'humanité qui crée cette solidarité. Mais ces opinions pourraient aussi bien être fausses, car ces forces ne savent pas et ne communiquent pas sur le fait ou sur comment la démarche a permis d'y arriver. Comment elles sont parvenues à ces conclusions. Elles ne forment pas sur la démarche. Et ce que nous faisons ici, et ce que vous devrez faire, c'est former sur la démarche. C'est surtout dans la science comme en politique, si vous parvenez à revivre, à réexpérimenter, à reconstituer l'expérience par laquelle vous êtes arrivé à quelque chose de vrai, ça vous permettra cela de rejeter les opinions fausses et de résister aux troubles de ce temps. C'est pour engager cette réflexion en vue de l'action que nous avons décidé de constituer les sociétés d'amis pour être capables, dans un monde où on vit et où on pense, on prétend penser au sein des effets, de remonter aux causes. Vous connaissez la fameuse citation de Bossuet qui maintenant réapparaît. Je l'avais lancée, je la vois réapparaître un peu partout, mais déformée. La vraie citation, c'est « Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Donc, au niveau des effets, évidemment, vous pouvez déplorer tant que vous voulez, vous êtes comme une dame patronesse qui va déplorer que son mari ait gagné tant d'argent par une finance que l'Église condamne et qui, pour se faire un peu une conscience, va donner quelques sous à la sortie de la messe, ou, si c'est un homme, peut-être de la loge maçonnique, je ne sais pas. Eh bien, notre projet, depuis longtemps, et plus encore maintenant que les partis se désagrègent, avec notre société d'amis, notre projet est précisément de remonter aux causes. D'abord, nous battre pour une politique de crédit public productif pour créer, c'est un pari sur l'avenir, l'équipement de l'homme et de la nature nécessaire pour que notre histoire puisse continuer. Le contrôle du crédit est l'enjeu majeur, parce qu'aujourd'hui le crédit est contrôlé d'une part pour entretenir ce système financier et d'autre part un peu pour donner aux gens l'illusion qu'ils peuvent encore survivre ou vivre en y étant, en y participant. Donc le contrôle du crédit est l'enjeu politique majeur. Aucune autre force politique ne le met en tête du projet. Cela, nous sommes les seuls. Peut-être nous inspirerons, nous devons inspirer, mais pour l'instant, nous sommes les seuls. Le crédit, non pas pour verser des liquidités dans le système, sous la perfusion criminelle des banques, mais pour l'école, pour l'hôpital, pour le laboratoire, pour le travail, pour les découvertes, pour les innovations, et pour créer les 5 millions d'emplois. Car c'est possible, en 5 ans, si on met l'argent au service de cela, par le crédit productif public, comme on l'a fait à la Libération et pendant les 30 Glorieuses. Il ne faut pas imiter ce qu'on a fait à ce moment-là, mais il faut s'en inspirer et inspirer de la démarche avec les moyens qu'on dispose aujourd'hui. Donc le crédit productif public. Enfin, pour pouvoir le faire, il faut d'abord assainir, d'où couper les banques en deux, ce qu'on appelle la moralisation de la vie bancaire. On moralise d'abord souvent en coupant. Ne plus soutenir explicitement ou implicitement celles qui investissent, qui jouent, il faudrait dire, sur les marchés financiers. La mise en faillite ordonnée doit commencer par celle de leur jeu criminel. Il s'agit de sauver le travail et la production par un jubilé des dettes
et le retour d'États-nations citoyens. Et ce jubilé des dettes, c'est à l'origine du judéo-christianisme et du judaïsme, ce qu'on prévoyait tous les 50 ans, et même tous les 7 ans pour les investissements financiers. Et on disait, les prophètes et ceux qui élaboraient la doctrine disaient, la 6e année avant le remboursement ne met pas une pression trop forte sur ton débiteur. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, on a constitué une dette des pays du tiers-monde avec de la dette accumulée sur la dette et d'une partie de la population dans nos propres pays, avec des taux d'intérêt sur les taux d'intérêt qui créent une situation où le remboursement coûtera plus cher que les moyens initiaux d'acquérir le bien acquis. C'est-à-dire que ça crée une sorte de montagne d'endettement. Donc, faire le pari d'abord de sortir de là par couper les banques en deux, qui ferait qu'on ne soutient plus celles qui spéculent. Après, assurer qu'il y ait une tour de contrôle pour le dispositif. C'est une banque nationale avec un conseil de direction rassemblant des représentants du peuple et pas seulement ceux des banques privées ou des fonctionnaires du Trésor habitués, eux, à servir des intérêts privés. Et on est dans une société de privatisation. J'en parlais avec le frère de Luc Ferry, et il disait tout à fait, vous avez tout à fait raison, mais lui, simplement, il ne voit pas quoi faire. Vous êtes dans une société qui, ayant mis le vice financier au poste de pilotage, privatise tout, et même la vie humaine. Bref, une banque nationale avec un conseil rassemblant les forces vives du peuple, un commissariat au plan léger et transversal qui regroupe lui aussi les forces vives de la nation, et enfin une vraie banque publique des investissements pour alimenter les créateurs, en être incubateurs, pouponnières, et les suivre avec des moyens suffisants. Et enfin, l'investissement dans les projets au sein d'un nouveau Bretton Woods, qui est un système financier et monétaire international, qui réunisse les principaux pays du monde, comme je l'ai dit, allant de la découverte, finançant par du crédit, les découvertes, les applications, les innovations technologiques. C'est le système gagnant-gagnant que les Chinois appellent Tianxia, et où chacun partage vers une démarche vers un ordre supérieur plus juste. Et pour créer les bases de ce partage, il faut de grands projets, et nous l'avons dit, l'espace, les océans, le développement de l'Afrique. Ça fait un programme ou un projet cohérent. Il faut y associer les technologies les plus avancées, la fusion thermonucléaire contrôlée comme horizon en termes d'énergie, le numérique, l'intelligence artificielle, adossée à la production industrielle, et réorganisant la santé publique par la prévention, l'urgence et la télémédecine, par exemple. Tout cela, il vous sera parlé cet après-midi. Jetons maintenant un bref coup d'œil sur les postes politiques et les discussions politiques dominantes actuellement en France. Dans les catastrophiques élections européennes qui se préparent, aucun de ces problèmes déterminants ne sera traité. C'est le vide caché par du blablabla, par des paroles, par des discours. Les uns étant complices des autres, l'on voit populistes se disant souverainistes affrontant libéraux mondialistes se disant progressistes. C'est des fake politics. C'est pourquoi nous ne participerons pas à ces élections. Non seulement, en les prévoyant à un échelon national, on a tout fait pour qu'un parti comme nous n'ait pas les moyens d'y participer. Je peux vous dire, si Dupont-Aignan y participe, c'est parce qu'il a reçu de banquiers dont le nom est dans le Figaro, d'ailleurs, le soutien, pour des raisons intéressées. Mais nous considérons aussi qu'il serait malhonnête d'y participer, en espérant obtenir de la réputation et des gains financiers à partir de quelque chose que nous contestons. Peut-on participer à quelque chose dont on contexte l'existence même, si ce n'est pour malhonnêtement détourner l'élection de son enjeu? Nous défendons bien entendu Erasmus, l'échange entre jeunes. Nous défendons un projet européen sur des technologies disruptives,
du même titre qu'on a défendu les projets dans l'aviation. Nous défendrons un effort pour associer les pays européens dans une politique de développement de l'Afrique. Cela est nécessaire, cela est indispensable, mais n'a strictement rien à voir avec Bruxelles et ses lobbyistes, ou de moins, ce que c'est devenu. De mon temps, il y avait 700 lobbyistes à Bruxelles, maintenant il y en a 30 000. Donc ça vous dit, la privatisation, là aussi, joue directement. Nous participerons d'autant plus, donc, aux municipales, pour lesquelles je demande à chacun d'entre vous de vous mobiliser. À la base, les conseils municipaux au sein desquels vous serez élus, et vous devez l'être, doivent devenir aussi des sociétés d'amis que vous animerez. Relisez notre projet des présidentielles, La France avec les yeux du futur, et cet après-midi, venez écouter ceux qui parleront des vrais enjeux, non pas seulement les principaux, mais les vrais. Je vous le dis maintenant en un mot, pour que vous mesuriez mieux la cohérence de ce que nous faisons. Ce qui est déterminant pour le monde qui vient, c'est de créer un environnement social, culturel, humain et territorial qui émancipe les capacités créatrices de chacun. Une politique d'éducation nationale, étudiant et respectant la personnalité de chacun, travaillant, informant, accompagnant dans les lycées et collèges, et même dès l'école primaire, en présentant les métiers, en organisant des stages. Ce respect, on le trouve, ce respect pour les personnalités de chacun, on le trouve dans les maisons familiales rurales, dans les compagnons du devoir, dans les apprentis d'Auteuil, et il faudrait s'en inspirer. De tout cela, de cette émancipation des capacités créatrices, Maëlle Mercier vous parlera cet après-midi. Une politique de santé publique prévoyant, traitant chaque être humain comme ayant droit à une santé et pas seulement à une guérison après accident ou maladie. Agnès Farkas vous en parlera cet après-midi. Une politique d'une culture de la vie et de la découverte, formant dès la maternelle, donnant des paroles, des mots et des repères, du beau, jusqu'à l'autonomie, avec un pass culturel qui, orienté vers un nombre d'activités choisies et non pas par l'arbitraire des goûts, prendrait alors tout son sens. Une culture sur une chaîne télévisée publique, avec tout ce qui est inventé, tout ce qui est découvert, mis à la portée de tous, mis également dans le web, pour recréer un sens d'espérance, une culture de l'espérance et pas du pessimisme désabusé. Odile Mojon vous parlera de l'objectif cet après-midi. Une politique de la migration qui, dans un contexte mondial, européen et français, humain, représenterait une chance pour nous-mêmes, en respectant notre devoir d'hospitalité, et une chance pour les migrants, recevant les moyens de pouvoir rester chez eux et d'y vivre bien, ou de venir chez nous, dans le cadre d'une étude sur tout ce que nous pouvons leur offrir, en termes de métier comme de territoire. Rémi Lebrun vous en parlera, pour briser l'étau, qui ne peut l'être qu'en sortant de la règle du jeu financière dans laquelle nous sommes plongés. Enfin, je dirais une politique d'aménagement du territoire, une vraie, pas le simulacre actuel, arrêtant ce que Guy Huy a depuis longtemps souligné, qui est l'assignation à résidence dans le territoire. Ça veut dire que si vous perdez votre emploi quelque part, évidemment, c'est qu'il y a une crise dans l'endroit où vous êtes, le prix de votre logement a baissé, vous pouvez le revendre mais qu'à beaucoup plus bas prix. Dans certains cas, vous devez encore continuer d'ailleurs à payer le crédit, la dette que vous avez contractée, et vous ne pouvez pas aller ailleurs, parce qu'ailleurs où il y a de l'emploi, ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est l'assignation à territoire. C'est une des formes d'injustice les plus fortes dans la société où nous sommes. Je veux ici rappeler que la France compétitive, comme on dit, n'est pas celle qu'on croit. Les emplois hors métropole, généralement créés par des PME, sont plus nombreux que ceux créés au sein des métropoles, généralement par les grandes sociétés. Mieux qu'une logique financière de concentration quantitative des moyens, nous défendons une diffusion qualitative intelligente. Pour cela, il faut arrêter toute logique de métropolarisation, d'arrêter de jouer avec la baisse des dotations et de redonner aux collectivités la possibilité de financer leurs transferts sociaux, qui, espérons-le, dans un monde en développement, diminueront d'une part, et d'autre part, l'État avait promis de les compenser, et il n'a pas fait. Donc, et que les communautés, les collectivités puissent remplir
obligations de traiter ces transferts sociaux, en même temps sans réduire les investissements, bien entendu. Les réussites territoriales ne sont pas liées au ruissellement à partir d'un centre. Il n'y a pas de ruissellement là et ailleurs, comme ailleurs. Les réussites territoriales ne sont pas liées au ruissellement à partir d'un centre, mais toujours à des processus d'innovation endogènes à partir d'un entrepreneuriat qui se développe dans un lieu déterminé. L'enjeu, je dirais, pour finir, à l'aplomb de tout ce qu'on pourra faire, c'est de reprendre le contrôle du temps et de l'argent. Et pour cela, de nous réinventer. Non seulement dans notre identité professionnelle, parce que ça va aller très vite, ou dans nos croyances, mais surtout dans notre identité profonde, pour réinventer de cette façon une manière nouvelle de militer. Alors oui, avec ce projet, on pourra embaucher et créer les 5 millions d'emplois. L'humanité, pour le meilleur ou pour le pire, est en train d'accomplir des bonds technologiques fondamentaux. Ce n'était certainement pas mieux avant. Ce n'était certainement pas mieux avant. Avec une espérance de vie d'à peine 50 ans en 1900, dans nos conditions de vie, je serais déjà mort. Je suis heureux d'être encore vivant avec vous. Et la Grande Guerre pour horizon en 1900. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les meilleurs acquis d'après sont en train d'être menacés. La triple courbe de Larouche, que vous avez vue, qui s'inverse, ce n'est pas un graphique technique, ce n'est pas une analyse, on peut la revoir, ce n'est pas le résultat d'une analyse en chambre, c'est la signature de la déshumanisation du monde. Et c'est comme ça que vous devez la voir. Rassemblons donc pour ce 21e siècle toutes les énergies qu'on a mises au 20e siècle pour la guerre. Et surtout, nous devons échapper à 2 pièges. Le dataïsme. Alors, ce qu'ils appellent le dataïsme, c'est la domination de nos esprits par ceux qui ont accumulé les données. Et vous savez qu'on peut y échapper en devenant créateur, en allant puiser dans sa conscience cette capacité d'être créateur avec des amis, d'où nos sociétés d'amis. Vous ne pouvez pas le faire seul comme hikikomori japonais. Il faut vraiment, ensemble, rétablir cette capacité de créer, de réfléchir, de penser. Et en même temps, donner et incarner au niveau où vous êtes notre projet, et en même temps faire remonter des idées que vous avez eues autour de notre projet dans l'ensemble de notre mouvement. Et pas tomber non plus dans l'autre piège que j'appellerais de bonheurisme. En franglais, on appelle ça la happy attitude. Vous savez, on vous fait croire que c'est vous, c'est de vous que dépend votre bonheur. Et si vous avez du malheur, eh ben, ça dépend aussi de vous. Et donc, à quoi bon s'engager en politique puisque ça dépend de vous? La politique, on sait bien, est un leurre. Donc, à quoi ça sert? Occupez-vous plutôt de votre bonheur personnel. Dans l'entreprise, on fêtera vos anniversaires. Gentiment, le directeur des ressources humaines l'aura prévu. On créera le jour de la femme, le jour de l'homme, le jour du transsexuel, le jour du pauvre. On n'a pas encore créé le jour du riche, parce que c'est tous les jours. Donc, vous aurez ce bonheurisme et ce dataïsme qui sont ce qui, au niveau du quotidien, crée un véritable esclavage de la pensée et paralyse la capacité créatrice. C'est ce que j'ai entendu, moi, il y a quelques années, « Do you feel good ?» en franglais, ou « c'est comme tu le sens. Si tu ne le sens pas, le fais pas. » Et certains y reconnaîtront, surtout, je pense, les plus jeunes, l'idéologie du moment. Et devenir politique, c'est démasquer ce qui nous est fait. Et c'est aussi pour faire quelque chose qui ait un sens. Et j'espère qu'en vous ayant montré le risque couru, vous avoir ouvert la voie, nous avoir ouvert la voie vers un engagement
disons, plus exigeant, car aujourd'hui, ne pas s'engager, comme le dit Einstein, c'est collaborer, et vous savez le très vilain sens de ce mot « collabo » en France. Donc ne devenez pas des collabos, et réjouissez-vous d'être à la fois résistant et porteur d'un projet d'avenir. Léon Bourgeois, et je cite quelqu'un qui est peu connu, qui est oublié, mais qui avait ses qualités, aussi ses défauts, mais qui disait un jour quelque chose de très juste, que nous avons contracté une dette envers les générations passées, que nous devons acquitter envers les générations futures, et que c'est la seule vraie dette, ce n'est pas la dette financière. Acquitter cette dette envers les générations futures, c'est mettre fin à ce que j'ai fait de cette élection présidentielle, dans cette élection présidentielle, mon combat, c'est mettre fin à l'occupation financière et à l'occupation culturelle, l'une, comme j'ai essayé de vous le montrer ce matin, soutenant l'autre, et ne plus subir un destin, ce n'est pas le fatum, ne plus subir un destin, ouvrir les portes vers le futur, et pour cela, je vous le dirai pour finir, et je l'ai dit hier soir dans notre réunion d'Assemblée générale de nos adhérents. Pour finir, je vous dirais, disons, ça vous paraîtra peut-être choquant, mais fixez-vous pour horizon l'impossible. Car le possible n'est jamais possible si l'on ne se fixe pas d'abord pour horizon l'impossible. C'est l'impossible qui engendre le possible, et pas l'inverse. Et c'est d'ailleurs mon seul point d'accord avec Napoléon, quand il disait « impossible n'est pas français ». Eh bien, je vous dirais aujourd'hui, soyez donc impossible, vraiment impossible, pour que la France redevienne une idée. Merci.